Allez, je fais un petit... Ah, ben voilà. Bonjour, bienvenue. Je suis Catherine Perrault, responsable du Link, l'incubateur des industries culturelles et créatives de Paris Co. Et je suis très contente de vous accueillir à nouveau en présentiel au Forum des Images. L'année dernière, on avait fait la table ronde devant tout cet espace très vide. Et donc, on est très content voilà, d'être avec vous. Je lis mes petites notes parce que l'émotion, moi, ça me fait toujours divaguer. Je voulais déjà vous accueillir au nom de l'équipe donc de Link, mais également du Labo de l'édition et du Forum des images, donc les trois avec qui Link fait son show, mais il y a plein de gens derrière, et puis il y aura toutes les startups du pôle divertissement aussi, et du Link qui vous attendent à la sortie de la table ronde. Le show de Link, en fait, est né d'une volonté, il y a déjà maintenant 5 ans, de réunir une fois par an nos startups accompagnées pour montrer cette innovation dans les industries créatives. Donc, on avait démarré au Cargo, puisque c'est le lieu qui nous accueille. Et puis, il y a 3 ans, le Forum des images a bien voulu qu'on vienne s'installer ici. Et depuis, on est ravis d'être là et de bénéficier de cette salle et des 2 espaces, puisque la nouveauté cette année, c'est que les startups vont être splittées en 2. Vous allez en avoir qui vous attendront tout de suite à la sortie de la salle 300, dans l'espace dit grand foyer. Et puis vous en aurez, il faut redescendre au rez-de-chaussée, dans l'espace dit grand hall. Et là, vous aurez plutôt les startups B2C, enfin du jeu vidéo, des expériences immersives. Donc n'hésitez pas à faire les 2 espaces et elles vous attendront à partir de 16h, 16h15 à la fin de la table ronde. Chaque année, avec nos partenaires membres fondateurs qui sont Banijay, Média Participation, la Caisse des dépôts, Banque des territoires et Vivendi, on réfléchit pour donner une couleur à l'année. Et après l'ère de l'écoute, il y a eu aussi l'année dernière les ICC et la transition écologique. Cette année, on a décidé de donner la couleur sur l'engagement des jeunes. Cette fameuse génération Z qui perturbe, qui stimule et qui pose aussi beaucoup de soucis d'engagement pour les acteurs du divertissement. Donc c'est sur ce thème-là qu'on va écouter, après les mots d'accueil de Claude Farge et de Loïc Desseur, les membres partenaires de Link sur une question autour de cet engagement des jeunes. C'est aussi sur ce thème-là qu'aura lieu la table ronde et le livrable. Alors, j'en m'étais préparé un exemplaire que vous avez peut-être dû voir, le livrable de cette année. J'en fais la pub parce que c'est fait maison, écrit, interview, écrit et réalisé, fait, produit par l'équipe de Link, plus spécifiquement Laurie et Roxane. Donc, les 15-24 ans aux manettes de demain. Il sera aussi disponible, bien sûr, en version numérique. Voilà, je crois que j'ai fait à peu près le tour de cette présentation. Pour ceux qui veulent rester jusqu'à la fin, et on serait vraiment super content de vous accueillir à 18h pour terminer la journée autour d'un cocktail, un verre de vin ou de jus d'orange, comme on veut. Voilà. Alors, qu'est-ce que c'est que des membres fondateurs? C'est le nom qu'on on donne aux partenaires qui nous accompagnent toute l'année, qui nous soutiennent de par leur expertise, leur métier, leur savoir-faire, et qui soutiennent bien sûr à travers nous les startups que nous accompagnons. Ils participent à la vie de la plateforme, au comité de sélection. On a des comités de pilotage qui, entre autres, justement, sont là, par exemple, pour donner la couleur de l'année quand on dit, tiens, on aimerait aborder ce thème. Et puis, tous les événements qu'on va faire, les livrables, on va rester sur ce grand chapeau. Donc, je profite de ce moment aussi pour les remercier de leur soutien, de leur confiance. Et on avait envie cette année de faire une session regard croisé, de leur poser à tous les trois de nos partenaires, la même question sur cet engagement des jeunes. En quoi est stratégique de toucher les
15-24 ans. Donc chacun va donner sa réponse illustrée. Et j'appelle donc Édouard pour Banijay, donc Édouard Minck, directeur Corporate Business Affaires Group et directeur Business Développement de Banijay France. J'appelle pour Vivendi Claudia Ambrosi, VP Societal Project, et Sébastien Olini, vice-président Innovation. Et enfin, pour Média Participation, j'appelle Julien Papelier, directeur Innovation et Développement et directeur du pôle audiovisuel. Voilà, c'est à vous pour une petite vingtaine de minutes à vous passer la parole sur cette question. Et je crois qu'on avait décidé, Edouard, que c'était toi qui commençais. Donc je vais te passer, mais il faut que je vous apporte les micros. Donc, je disais, Edouard, c'est toi qui avais tiré au sort voilà, pour commencer, pour parler justement de l'engagement des jeunes. Et puis après, on écoutera l'équipe Vivendi et on terminera par Média Participation. Donc moi aussi, je vous écoute. Bonjour à tous, donc c'est moi qui vais commencer, c'est pas très galant, je suis désolé, mais c'était lié au sujet dont on va parler, ça s'enchaînait correctement comme ça. Donc moi je travaille chez Banijay, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un grand groupe de production audiovisuelle qui existe depuis une douzaine d'années, qui a été fondé par Stéphane Courby. Et notre métier, il est simple, il est de produire des contenus pour tous les types de plateformes ou chaînes en France et dans le monde. Donc bien évidemment, le sujet des jeunes est crucial. Les usages changent. Les jeunes ne regardent pas la télévision, ne regardent pas les contenus comme on pouvait le regarder il y a quelques années, comme moi j'ai pu le regarder il y a quelques années. Donc c'est un sujet absolument crucial. Nous, on ne pense absolument pas que les jeunes ne regardent plus la télévision, mais ils la regardent différemment, ils regardent des programmes différents. Il y a plusieurs types de programmes qui sont absolument essentiels pour cette génération. Il y a des grands programmes vraiment transgénérationnels que tout le monde regarde et qui restent des événements. Je vais être très corporate, donc je vais parler que de choses qu'on fait nous. Donc Koh-Lanta est un programme qui fonctionne toujours extrêmement bien. Mais le sujet central, c'est comment est-ce qu'on fait pour créer, produire des contenus qui sont vraiment adaptés aux plus jeunes, on va dire aux 15, 25, 15, 30 ans. Et donc là, je voulais parler d'un programme très différent qui s'appelle SCAM. SCAM, c'est un programme qui a été lancé en 2018, qui est un programme, au départ, c'est une adaptation d'une série norvégienne qui existait depuis à peu près la même période, qui a été lancée là-bas, qui fonctionne extrêmement bien, qui a 4 saisons en Norvège. Et donc on a lancé en France, on a adapté, comme d'autres pays, les 4 premières saisons. Donc les saisons françaises 1 à 4 sont extrêmement similaires aux saisons norvégiennes. Et ensuite, on est le seul pays à avoir fait de la création originale sur cette série qui s'appelle donc Scam. On a créé les saisons 5, 6, 7 et 8. C'est une série qui est devenue un véritable phénomène de société. Je ne sais pas si parmi vous, il y en a un certain nombre qui l'ont vu ou qui peut-être avaient des enfants qui l'ont vu. Mais c'est devenu un phénomène de société probablement pour 3 raisons que je vais expliquer très brièvement. La première, c'est le contenu. Évidemment, les jeunes regardent différemment la télévision, mais la base de notre métier, c'est les contenus. Et les contenus sont bons, sont adaptés, sont contemporains. On parle aux jeunes, on parle de leur sujet, on leur parle de façon adaptée à leur génération. Le ton est juste, le ton est parfois très cru, les sujets sont très contemporains et parfois très durs. Chaque saison est toujours centrée autour, en fait c'est un groupe de personnes, un groupe de lycéens, et chaque saison est centrée autour d'un personnage et d'une thématique. Et les thématiques qui ont été abordées en l'espace de 8 ans sont la précarité, sont le déni de grossesse, sont la dépression, sont la foi, sont la drogue, donc des sujets qui sont très compliqués. Et qui ont été bien traités. Et c'est par ça qu'il y a eu ce phénomène de société autour de ces contenus et d'identification de l'audience à cette série et à ces personnages. Le deuxième point, c'est la plateforme de diffusion et la façon dont ça a été diffusé. Comme je vous disais, les jeunes ne regardent pas la télévision comme les autres générations.
Le programme a été diffusé sur une plateforme 100% digitale, puisque c'était diffusé sur France Télévisions Slash, qui est une plateforme digitale à destination des 15-30 ans. Et en plus, n'a pas été diffusé de façon classique, puisque tous les jours, il y avait des clips de 2, 3, 5 minutes qui étaient diffusés, et qui étaient diffusés à des horaires extrêmement variables dans la journée. Et c'est la somme de ces clips tous les jours qui formait les 20 minutes de l'épisode qui était diffusé le vendredi, si je ne me trompe pas. Donc, la diffusion n'était pas du tout liée à une grille traditionnelle, mais était diffusée sur diverses plateformes, évidemment Slash, mais aussi les réseaux sociaux. J'en reparlerai juste après. Et était liée à l'histoire. C'est-à-dire que quand il se passait quelque chose au lycée ou avec ce groupe d'amis, on va dire à 17h30, le clip lié à ce contenu était sur la plateforme et sur les réseaux sociaux à 17h30. Ça, c'est un type de diffusion qu'on retrouve absolument jamais en télévision et qui a contribué à créer ce lien. Et le dernier point, ensuite il y aura une vidéo et je passerai la parole. Le dernier point extrêmement important, ça a été le lien et le jeu avec les réseaux sociaux, puisque tous les personnages de la série avaient un compte, mais pas en tant qu'acteur, c'est le personnage qui avait un compte. Et donc il y avait du contenu, des échanges, des stories qui étaient créés comme si ces personnages qui étaient dans la série étaient en fait des vrais lycéens. Et c'était diffusé et ça a contribué au succès et au fait que cette série, pendant quelques années, était considérée comme une série, de qualité, mais surtout très contemporaine et très adaptée au public que l'on visait. Donc ça a très bien marché. Là, on va vous passer une petite vidéo. Elle est très très courte, c'est juste un teaser. C'est un teaser de la saison 3, qui est vraiment celle qui a... les 1 et 2 ont très bien marché, mais c'est la 3 qui a créé le vrai phénomène de société autour de cette série. Et il traite, vous allez le voir, des sujets d'homosexualité et de coming out. Et j'espère que vous allez aimer. Si vous ne l'avez pas vu, que vous allez les regarder. Merci beaucoup. On enchaîne, sans transition. Claudia, je vais aussi te griller la priorité. Juste quelques mots d'introduction. Donc, je travaille pour Vivendi, je suis directeur de l'innovation. Merci à toutes les équipes de Link et du Forum des images de nous accueillir. Et moi, personnellement, de me donner la chance de rentrer en contact avec cet écosystème de l'innovation en France que je connais peu, parce que j'étais basé en Asie pendant une vingtaine d'années. Je m'occupais des activités de Gameloft, en fait, dans le jeu vidéo en Asie. Voilà. Donc aujourd'hui, je travaille pour Vivendi. Donc Vivendi, quelques mots, c'est un groupe de 35 000 personnes, leader mondial dans les médias, les contenus et la communication. Vivendi, c'est des marques comme Canal+, comme Gameloft, comme Editis, Havas, Dailymotion. Et vraiment, là, on est donc sur l'ensemble des verticales, en fait. On a du livre, des jeux vidéo, des films. Et la raison d'être de Vivendi, c'est Creation Unlimited. Donc, c'est vraiment de diffuser, d'aider, de supporter la création dans toutes ses formes. Donc, l'action de Vivendi s'inscrit sur différents piliers, mais en particulier celui des talents, en fait, qui sont vraiment à la base, à la source de toute création. La production des contenus, et puis j'ajoute mon petit pilier qui est celui de la technologie et l'innovation, parce que ça permet de créer des nouvelles expériences. Et on voit très bien aujourd'hui que les frontières en fait, entre le livre, du live qu'on fait aussi, que je n'ai pas mentionné, les jeux vidéo, des films, sont en train de se réduire. En fait. Elles sont vraiment poreuses aujourd'hui. Et donc, je crois fortement dans le pouvoir de l'innovation pour adapter et transformer aussi les contenus qu'on propose. La génération Z, en fait, c'est pas un sujet, en fait, c'est le sujet d'un groupe comme Vivendi parce que ça représente un tiers de la population mondiale. Et en 2030, ce sera le groupe de consommateurs le plus important en fait dans le monde. Donc évidemment en fait on les connaît très bien puisque c'est déjà en fait un public avec lequel on travaille. C'est aussi une population qui est très fortement digitalisée
qui consomment principalement des jeux vidéo, des réseaux sociaux, du contenu en ligne. Donc quand on fait des jeux vidéo, évidemment, on les fait pour eux. Donc on les prend en compte. Et puis c'est aussi, en fait, de façon assez égoïste aussi, une population qui est assez versatile. Moi qui viens d'Asie du Sud-Est, j'étais au Vietnam, 50% de la population là-bas a moins de 25 ans. On se rend compte qu'effectivement, on est capable les usages changent très rapidement, les habitudes de consommation aussi, et donc c'est des populations qui sont très agiles en fait dans leur façon de consommer. Et donc c'est absolument clé de pouvoir aussi tester en fait des innovations avec eux en fait. Pour en citer une, par exemple, l'année dernière, en fait, ce qu'on a fait du côté de Vivendi Village, qui est la branche qui s'occupe du live en fait chez Vivendi, la pandémie se faisant, il n'était plus possible d'organiser des concerts, et donc on a développé une scène virtuelle qui permet de streamer des événements live en fait. Digital, et donc qui donne accès à n'importe quel public depuis chez lui, depuis une plateforme, depuis son téléphone portable ou un ordinateur, d'avoir accès à ce type d'événements streamés. On a aussi broadcasté en fait dans un jeu vidéo Asphalt 9 un concert en fait live qui a rassemblé environ 500 000 personnes. Donc voilà, c'est des contenus en fait qu'on développe, qu'on produit et qu'on peut aussi tester en fait auprès de cette population qui est très preneuse de ce type de contenu. Voilà, et c'est aussi important en fait d'engager ces populations, pas seulement dans un esprit de public, mais aussi dans un esprit de création évidemment, puisque c'est pour eux et avec eux qu'on crée. Et donc là, je passe le relais à Claudia, donc, qui va vous présenter plus en détail quelques initiatives qui ont été lancées chez Vivendi. Merci beaucoup, Merci. Sébastien. En fait, je tenais surtout à souligner, alors j'ai travaillé à la direction de la responsabilité sociétale d'entreprise de Vivendi, et je tenais juste à apporter un petit complément pour poursuivre sur cette idée de projection vers l'avenir que nous permet justement ce contact avec la Gen Z. Au-delà de nous aider à nous projeter vers de nouveaux formats et nouveaux usages, ce sont aussi celles et ceux qui peuvent le mieux nous aider à construire une véritable vision pour l'avenir en tant qu'entreprise et pour la société aussi, parce que c'est aujourd'hui le public, je dirais, qui nous encourage à aller toujours plus loin dans nos ambitions et dans notre contribution aussi à faire que cet avenir soit un peu meilleur. En tant que collaborateur de nos entreprises aussi, donc il paraît que ce serait déjà plus 60% d'étudiantes et étudiants qui refuseraient des offres d'emploi émanant d'entreprises à la performance environnementale ou sociale qui est jugée insatisfaisante. Et aussi en tant que public de nos contenus, parce que c'est vrai qu'ils sont de plus en plus à nous demander justement des récits, des expériences qui les enrichissent, qui représentent toutes les sensibilités, qui ouvrent aussi le débat au-delà de l'expérience immédiate de divertissement. Et d'ailleurs, je rejoins du coup parfaitement le propos d'Edouard. Je trouve que l'exemple que tu as montré, il est très, très, très utile aussi à comprendre ces nouvelles attentes. Et pour toutes ces raisons, chez Vivendi, nous avons décidé de faire de la jeunesse une priorité de notre nouveau programme RSE Creation for the Future. Par exemple, en nous engageant à accueillir un maximum de jeunes dans l'entreprise, aussi à multiplier autant que possible pour ces jeunes des points d'accès à la culture et à nos métiers aussi. Et donc, par exemple, c'était 13 000 jeunes de mémoire qui ont bénéficié d'une action de formation professionnalisante ou d'accès à la culture soutenue par notre programme de solidarité Vivendi Create Joy. Et aussi, et c'est reboucle vraiment avec l'exemple d'Edouard, faire de la jeunesse une priorité signifie aussi refléter les préoccupations des jeunes dans nos contenus. Donc, questionner les mutations de la société, les inspirer, voire, dans la mesure du possible, leur donner des moyens concrets d'agir. Et donc, si je devais citer un exemple parmi tant d'autres, peut-être je citerai une opération caritative menée par Gameloft l'été dernier, en association avec l'ONG Ocean Conservancy. En fait, Gameloft a souhaité proposer à la communauté de joueurs du jeu Disney Magic Kingdom de se mobiliser pour la cause de la protection des océans et via une opération particulière, une production de contenu particulier au sein du jeu, de lever de fonds pour cette association. C'était 300 000 $ qui ont pu être versés du coup à cette ONG grâce à cette opération. Donc je trouve que c'est un bel exemple de comment nos contenus peuvent sensibiliser à ces causes et aussi créer une mobilisation collective avec des codes qui parlent à ces
publics, donc là, en l'occurrence plutôt digitaux, mais qui peuvent avoir aussi un impact dans le monde réel et physique. Et donc, bien évidemment, c'est qu'un exemple parmi d'autres, parce que, comme le disait Sébastien, du coup, on est un groupe avec beaucoup de métiers et formes d'expression, et c'est un peu notre force aussi de pouvoir proposer toute cette diversité de récits. Et donc, j'aimerais bien juste clôturer ce complément d'information par une vidéo qui illustre bien cette diversité de récits. Je veux tout savoir et en détail. C'est maintenant. Après, ça sera trop tard. Ouais, ok. Qu'est-ce qu'on cherche? C'est tout le système qui risque de se casser la gueule. Pour remédier à cette domination du masculin sur le féminin, on a créé l'écriture inclusive. On va vous laisser réfléchir. Je pense que c'est une relation fraternelle. Il se passe un truc là. Un violent espoir d'amour. Papa, je peux venir avec vous? Vous avez vu? Mais toi, t'es le meilleur, hein. Ce que je suis, c'est une femme. C'est bon, c'est tout dit là. If we're kind and polite, the world will be right. Bingo! Avec tous, pour tous. La force de créer un monde meilleur. Vivendi, Creation Unlimited. Bonjour à toutes et tous. Je vois que les... C'est parce que je ne parle pas assez fort. Bon. Bonjour à toutes et tous. Moi, je vais vous réveiller parce que je vais parler très fort, sinon ça ne marche pas. Je suis aussi également très, très heureux d'être avec vous, un peu intimidé par toute cette ébullition créative que je ressens. Alors moi, je m'appelle Julien Papelier, je représente le groupe Média Participation. Média Participation, c'est un groupe qu'on ne connaît pas trop, parce que comme son nom l'indique, c'est une holding qui regroupe tout un tas d'activités qui viennent principalement de l'édition. Notre raison d'être à nous, c'est de créer et de partager des contenus de qualité pour toute la famille, partout dans le monde. On vient de l'édition, on vient en particulier de la bande dessinée. Je pense que vous avez tous des bandes dessinées de Gaston Lagaffe, de Spirou, surtout pas que je dise Astérix, sinon je vais me tromper. Ceux qui savent, Henri, de l'Argo Winch, de Black Sad, chez eux, et bien, tout ça, c'est effectivement des maisons Dupuis, d'Argo, Le Lombard, Kana dans le manga, qui ont fait l'histoire du groupe. Un groupe qui s'est étendu avec l'arrivée des éditions du Seuil et de la Martinière il n'y a pas si longtemps. Mais c'est surtout un groupe d'édition qui se différencie pas mal des autres, parce que depuis 30 ans, on a eu cette idée que notre mission, c'était plutôt de raconter des histoires que d'éditer des livres. Et qu'on était bien incertain du type de support qui allait prendre le dessus dans les années à venir. C'est pour ça que nous ont rejoint des sociétés comme Ellipse en termes de production. Ellipse, c'est notamment les séries Tintin qui passent toujours sur Netflix, sur M6, plus de 30 ans après leur création, Babar, Corto Maltese, Blaireau Renard, la nouvelle saison des Schtroumpfs, etc. Et puis on fait aussi du jeu vidéo avec Microids, et puis on fait aussi du numérique, on a des plateformes, je vais en parler tout à l'heure. On fait aussi de l'expérientiel, parce qu'on se rend compte que faire vivre des expériences et des émotions, c'est une manière de raconter des histoires. On a ouvert un parc d'attractions dans le sud de la France, du côté de Monteux, qui s'appelle le Parc Spirou. Alors c'est trop tard, il faudra que vous attendiez le 9 avril et sa réouverture pour aller le voir, mais je vous conseille d'y aller, il est super bien. Alors, parler aux 15-35 ans, effectivement, c'est pas simple. C'est pas simple, surtout quand on vient de médiums qui ont été inventés dans les années 30. Et où effectivement, l'arrivée du numérique, la fin du transversal, quand on faisait de la bande dessinée de 7 à 77 ans, eh ben, ça met un peu les éditeurs et les créateurs en panique. Je me suis tout à fait reconnu dans le panorama que tu dressais, Édouard, sur ces diffuseurs qui cherchaient
avant dans l'audiovisuel le plus petit dénominateur commun pour vendre la publicité la plus évidente à leurs annonceurs et qui maintenant, notamment les plateformes, vont chercher la production la plus juste de manière à cibler et à adresser toutes les sous-catégories de spectateurs, de consommateurs qu'on peut imaginer. Alors évidemment, on fait plein de choses sur le plan du marketing, sur le plan du recrutement, pour aller chercher des nouveaux auteurs aussi qui expriment une vision du monde peut-être un petit peu différente que celle de leurs aînés, parce que le monde a beaucoup changé en 10-15 ans, voire dans les 18 derniers mois. Et puis, on a aussi décidé de s'adresser directement à eux. Et ça, c'était vraiment quelque chose de très nouveau chez nous, parce que vous savez, quand vous êtes éditeur, vous pensez d'abord au libraire qui va vendre votre bouquin, vous pensez au journaliste qui va en parler. Quand vous produisez une série ou un film, vous pensez à la chaîne qui va le produire. Et là, pour la première fois, on s'est dit, tiens, nous aussi, on est peut-être capable de désintermédier et on est peut-être capable d'aller parler aux 15-35 ans, de leur proposer des contenus que plus personne leur propose. Et c'était il y a quelques années, et ça parlait d'animation japonaise. Je vous propose de découvrir ADN en images. Voilà. Alors c'est sûr que ça change un peu de Spirou. Et l'idée, c'était quoi? C'était qu'il y a quelques années, plus personne, plus aucune chaîne ne voulait diffuser d'animation japonaise. Parce que c'est trop différent, c'est trop violent, ça ne correspond pas à du 5-8, on ne comprend pas à quoi ça sert. Alors, nous, dans les années 80, personne ne se préoccupait de savoir si ça allait nous traumatiser. Mais bon, visiblement, ça a l'air d'aller. Et c'est vrai qu'on a vu là une opportunité. Donc, on s'est associé avec un partenaire japonais, puisque les éditeurs, les producteurs japonais avaient organisé leur filiale de distribution en Europe, qui s'appelait Viz Media Europe. Et Viz Media Europe possédait plein de contenus d'animation japonaise, nous aussi, parce qu'on achète au Japon des séries, dont une série que vous connaissez peut-être qui s'appelle Naruto. Et on s'est dit, tiens, finalement, on va créer nous-mêmes une plateforme où à la fois les ados, les jeunes adultes, les fans d'animation vont pouvoir venir à la fois trouver des contenus qui sont disponibles nulle part ailleurs, mais aussi, comme ce sont des gros fans, avoir un certain nombre de services supplémentaires. Le premier, c'est ce qu'on appelle la simultrade, c'est-à-dire que quand une série est diffusée sur NHK ou sur TV Tokyo, on la traduit dans la nuit, et le lendemain, vous n'avez même plus besoin d'aller voir des mauvais piratages mal sous-titrés, vous avez dans votre abonnement sur ADN le nouvel épisode en direct. Donc un vrai atout en termes de contenu pour les fans, et puis surtout derrière aussi la création d'une véritable communauté, puisque s'adresser directement sur l'animation à ces fans, c'était leur dire il y a un espace où on vous écoute, il y a un espace où vous n'êtes pas des fous parce que vous vous déguisez tous les mois de juillet pour aller à la Japan Expo et que tout le monde vous regarde dans le RER. Nous, on vous considère, on trouve ça très, très drôle, et donc vous allez pouvoir le découvrir avec nous, avec un nouveau marketing auquel on n'était pas forcément très habitué dans nos nobles et anciennes maisons d'édition, parfois centenaires, qui était ce marketing communautaire où on plaçait le spectateur, le lecteur au centre vraiment de nos actions. Et puis ça nous a incité aussi à nous remettre en cause un peu sur le mode de fonctionnement, parce que pour tout ça, il a fallu constituer de nouvelles équipes. Et mettre en place, faire confiance à des tout jeunes qui sont arrivés et à qui on a laissé les clés du camion pour choisir les contenus, choisir la tonalité, choisir les moyens dont ils avaient besoin en termes d'acquisition aussi d'abonnés, et tout ça avec un très joli succès, puisqu'aujourd'hui ADN est le leader français en termes d'animation. Vous savez qu'on a des concurrents qui s'appellent Crunchyroll et Wakanim, et aujourd'hui on a 300 000 abonnés, et c'est une très belle histoire qui continue de s'écrire et qui continuera de s'écrire. Donc voilà tout ce qu'on a fait de notre côté
sur les 15-35. Il y en a d'autres choses dont je pourrais vous parler après si vous avez d'autres questions. Merci beaucoup. Merci. Merci pour vos témoignages. Oups. Je suis trop émue, je m'en casse la figure. C'est vraiment ce que ressort aussi avec le livrable, ces jeunes qui, c'est cette génération Z qui a besoin de valeurs et qui effectivement va porter haut des valeurs, beaucoup de transparence, beaucoup de confiance aussi, et d'être en lien direct, puisqu'il y a le côté influenceur, d'être en lien direct avec les gens qui les divertissent, les gens qui les intéressent. Et quelque part, c'est ce que j'entends aussi de votre part. Et la dernière chose qui, comme ça, me permettra de faire la transition avec la table ronde, c'est qu'on a retenu que ces jeunes, ils veulent être aussi acteurs de leur divertissement et se mettre en scène. Et de plus en plus, avoir envie d'être dans du divertissement, parce que je rejoins, ils ne lisent pas moins, ils ne s'amusent pas moins, ils ne se cultivent pas moins, ils se cultivent différemment. Et être acteur de son divertissement, c'est aussi rentrer dans des univers immersifs, des univers interactifs. Et du coup, on fait un petit pas et on tombe dans le jeu vidéo. Voilà. Merci encore à nos membres fondateurs. Je vais maintenant passer la parole à Olivier.